Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles sont entrepreneuses, artistes, altruistes, courageuses, têtues, ambitieuses, passionnées. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme. Carole Taboureau, vous êtes une communicante, mais vous êtes également une véritable funambule puisque vous réussissez à mener de front une carrière impressionnante et une vie de famille équilibrée. En fait, pour vous, il n'a jamais été question de faire un choix entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Étudiante déjà, vous saviez où vous voulez aller et c'est donc vers des études de marketing et de communication que vous vous dirigez. Toute votre carrière tourne autour de la mobilité, vous créez même les bus de nuit, et c'est en 2001 que vous intégrez la SNCF en tant que responsable de la marque TER. Aujourd'hui, vous avez parcouru un sacré bout de chemin puisque vous êtes directrice de l'expérience client et des services en gare. Et ce n'est pas tout, vous êtes également présidente de Lagardère et Connexion. En clair, 2 postes qui ont un impact direct sur les usagers de la SNCF. Carole, bonjour. Bonjour Clémence. Alors, comme on le disait, votre carrière tourne autour de la mobilité et de la communication. Est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que c'est un secteur qui vous attire depuis petite ? Qu'est-ce que vous vouliez faire petite déjà ? Petite, je voulais être juge pour enfants, donc vraiment rien à voir. Et la mobilité, c'est un hasard. C'est le démarrage par un stage. Des gens qui viennent me rechercher dès que je sors de l'école. J'arrive donc dans un groupe de bus et j'œuvre d'abord en tant que communicante sur des sujets d'information voyageurs, de communication. Et j'évolue dans ce groupe plutôt sur des sujets commerciaux, services, marketing. Et c'est là que vous créez les bus de nuit. Alors, c'est la dernière chose que j'ai faite effectivement pour ce groupe, c'est de créer l'offre de bus de nuit. Donc ça, c'est une aventure incroyable. On crée cette offre de service, de proposer des bus après le dernier train et avant le premier train. Donc des bus qui vont permettre, par exemple, à Transilien en Île-de-France, d'offrir un service 24/24. Sauf que la nuit, ce sera fait par les bus. Et donc, me voilà partie avec un conducteur et un bus quasiment toutes les nuits, enceinte de 6 mois de mon fils aîné, à faire ce qu'on appelle des chaînages, c'est-à-dire des repérages d'itinéraires, des repérages d'horaires pour pouvoir concevoir le service, toutes les lignes, et puis commencer à mettre en place des grilles horaires, etc. Et en fait, la recherche de financement pour lancer cette offre de bus a fait que j'ai rencontré la SNCF, qui ensuite m'a embauchée. Ah, donc les bus de nuit sont liés à votre arrivée à la SNCF ? Exactement. Vous avez effectué plusieurs postes au sein de la SNCF et aujourd'hui, vous êtes directrice de l'expérience client et des services en gare. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste ce travail ? Alors ce travail, ça consiste à faire en sorte que les gens passent le meilleur moment qui soit dans une gare. 90% des gens, on va dire, viennent pour prendre un train. On a quand même aussi des gens qui ne sont pas voyageurs, qui viennent pour utiliser les services des gares, en particulier les boutiques, ou accompagner des gens, mais la plupart prennent un train et donc attendent. Le sujet, c'est de les rassurer, de faire en sorte qu'ils sachent à quelle heure et sur quel quai ils vont pouvoir prendre le train, et de faire en sorte aussi qu'ils puissent profiter des services de la gare. Des services qui sont plutôt des services qui touchent en fait au quotidien des gens. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire parce que la gare, c'est un lien social et c'est aussi quelque chose qui participe à l'équilibre du territoire. Je suppose qu'il vous arrive de gérer des crises aussi. Comment vous gérez ça, vous, personnellement ? Alors, les crises, c'est le quotidien et c'est le ciment de la boîte, en fait. C'est une entreprise qui est très résiliente. On voit pas tout ce qui est dans le back-office et d'ailleurs les clients s'en fichent donc et c'est très bien comme ça. Mais c'est quand même beaucoup de travail et tout ce qu'on fait, on le fait en temps normal et en temps d'aléa. On s'entraîne sur des scénarios de crise avec aussi d'ailleurs des journalistes comme vous, des faux clients, etc. Pour ce qui me concerne moi, oui, je suis toujours en train de trouver des solutions. Dernièrement, par exemple, avec Relais, on a travaillé sur une offre de vouchers et de café, boissons chaudes gratuites pour les clients qui attendaient trop longtemps dans la gare. On vient de le mettre en place là cette année. Et vous vous sentez jamais dépassée ? Non mais moi j'adore inventer. J'adore régler des problèmes, j'adore transformer. Je suis arrivée dans la boîte pour 3 ans et ça fait 21 ans que j'y suis.
Et j'y suis parce que j'adore cette boîte et j'ai toujours eu envie de transformer des choses dans l'entreprise et on m'a laissé faire. Donc voilà, tant qu'on me laissera faire, je vais rester. Quel a été votre plus gros défi jusque-là au sein de la SNCF ? Peut-être, je dirais, quand mon patron m'a proposé la présidence de la Gardère et Connexion, qui est là pour le coup une grosse boîte, hein, c'est plus de 300 boutiques en gare, c'est aussi tout ce qui est Nespresso, Marks & Spencer, c'est une joint venture, 50% SNCF, 50% la Gardère. Et donc mon patron me dit, on va changer la présidence, tu vas prendre la présidence, c'était en 2019. Et moi, je lui dis, mais pourquoi tu veux me filer ça ? De toute façon, je suis pas du tout une financière, tu le sais bien. Oui, mais je cherche pas une financière, t'inquiète pas, les finances, t'auras toujours le groupe derrière toi. Moi, ce que je veux, c'est que tu pèses dans le partenariat et que tu transformes la JV. Et je lui dis, bah écoute, je vais réfléchir quand même ce week-end. Et là, il me dit, non, c'est tout réfléchi, j'ai déjà donné ton nom. Et là, vous avez le vertige ? Bah un peu, en fait, je dis ça parce que comme toute femme, j'ai un plafond de verre, quoi. Donc jamais je me voyais prendre ça. Et puis je savais pas ce que ça représentait, présidence. Juste, je me disais, il y a quand même un mandat social, etc. C'est un gros machin. J'étais un peu timide par rapport à ça. C'est une façon aussi de se dépasser que d'y aller. J'avais un peu l'impression de me jeter dans le vide. Et d'ailleurs, comme c'était en 2019, évidemment, l'année suivante, on est tombé en plein Covid. Il a fallu aller emprunter des millions et des millions. Alors, mon patron en question, il est parti entre-temps. Et quant au groupe qui était derrière moi, question finance, je me suis retournée, il n'y avait pas grand monde. Donc, là, j'ai quand même vécu des mois et 2 années un peu compliquées. Voilà, mais la boîte se porte bien, tout va bien. Un peu dans un autre domaine, est-ce que c'est un handicap ou un avantage d'être une femme à ce niveau de poste ? Je me suis jamais posé la question. Franchement, d'abord, je suis dans un métier qui est masculin. On fait beaucoup de progrès à la SNCF. Je crois qu'à Gare et Connexion, on doit être 30% de femmes. Je crois qu'en moyenne, à la SNCF, ça doit être 23 ou 24. Pareil, dans les bus, c'était quand même très masculin. Peut-être que c'était un avantage, en fait, mais je me suis jamais posé la question. Moi, je suis plutôt, je suis très féminine, mais plutôt garçon manqué. Et donc, par exemple, chez Keolis, quand je démarrais ma carrière, j'allais boire le café avec les mecs des ateliers parce que je trouvais ça génial, la réparation des bus. Donc, voilà, je me pose pas la question dans ces termes. La question, c'est simplement posée quand vous avez eu des enfants. Au bout d'un moment, comment on jongle ? Parce que vous avez un travail très prenant et exigeant, donc il y a un moment, il faut trouver des solutions. J'ai une chance exceptionnelle, c'est que j'ai un mari qui s'occupe aussi des enfants, et puis j'avais une nounou, puis après une jeune fille au père. Je mesure la chance que j'ai eue, hein, parce que évidemment, sinon j'aurais pas pu faire ça. Au moment où j'ai accéléré un peu ma carrière, mon mari était beaucoup plus à la maison. Et puis, quand même, quand j'ai eu mon 3e enfant, je me suis retrouvée dans un dilemme pour la première fois, c'est que un bébé, il se couchait à 20h et moi, je rentrais pas avant 20h. Et donc à un moment donné, quand j'ai repris mon boulot, au bout de 6 mois, j'ai dit à mon patron, non mais je sais même pas pourquoi j'ai fait un 3e enfant, je le vois pas. Et là, c'est lui qui m'a dit, un grand patron de la SNCF, qui m'a dit, mais pourquoi tu prends pas un temps partiel et ton mercredi, ça poserait pas de problème, ma femme le fait, dans une autre grosse boîte, etc. J'ai dit, écoute, puisque tu me le proposes, peut-être je vais le faire. Et j'ai pris un temps partiel pendant 8 ans, et pendant ces 8 ans, j'ai pris 2 autres postes sans aucun problème. Dans vos équipes, vous avez des femmes, et pareil, vous poussez au mi-temps ou au télétravail. Est-ce que c'est une avancée pour les femmes ? Est-ce que ça aide, ça simplifie ? Moi, je suis archi pour le télétravail. Ça permet, dans une boîte comme la SNCF, de passer de l'obligation de moyens à l'obligation de résultats. Et c'est pas neutre. Et donc moi, avant même le Covid, j'étais déjà une équipe qui avait beaucoup de télétravail. Et je dis notamment à mes collaboratrices jeunes qui ont des petits-enfants, parce que moi, ça m'est arrivé de jamais aller à la maternelle pour mon dernier. Surtout quand vous êtes en télétravail, allez chercher vos enfants à la maternelle et rebousser après, bousser quand vous voulez, mais il n'y a pas de sujet, quoi. Et alors, j'ai une autre question. Il y a 5 ans, vous avez pris une décision étonnante puisque vous aviez une carrière extrêmement bien lancée et vous décidez de retourner sur les bancs de l'école. Vous allez passer un master à HEC. Pourquoi ?
Alors, j'étais à un moment de ma carrière un peu compliqué. Je travaillais avec quelqu'un qui était pas très bienveillant. J'ai frisé le burn-out quand même. Et je me suis dit comment je me sors de ça avant de prendre un autre poste, etc. Et en parallèle, j'avais quand même envie d'explorer un peu plus le métier du digital, qui est pas mon métier de base et je suis un peu vieille pour ça. Et donc oui, je suis partie à HEC, sur les bancs de l'école, comme on peut dire, qui m'a permis en plus de rencontrer plein de gens, de me faire du bien, voilà, et en même temps de m'apprendre plein de nouveautés. Dans votre carrière, vous avez des mentors qui vous ont poussé, qui vous ont aidé. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? J'ai 2 grands patrons qui m'ont beaucoup poussé. J'ai parlé tout à l'heure de celui qui m'avait donné la présidence de Lagardère et Connexion. Et le même, au cours d'un exercice dans un comité de direction où on se parlait en tête-à-tête, m'a dit « Mais tu sais Carole, c'est pas la peine que tu te poses la question de savoir si t'es bien à ta place dans ce comité de direction, même secrètement, parce que je te le dis, t'es bien à ta place. » Toujours la même chose, c'est-à-dire que à la fois moi je peux paraître sûre de moi, on va dire, voilà, et en même temps, comme beaucoup de femmes, je dirais pas toutes, mais beaucoup, j'ai des plafonds de verre et j'en ai eu toute ma carrière. Donc c'est important d'avoir quelqu'un qui en miroir croit en toi et puis te pousse à un moment en te disant mais si tu peux, bien sûr que tu peux. Parce qu'effectivement vous vous posiez des questions à ce moment-là ? Je me pose pas des questions, je vais me poser des questions au moment où il y a un sujet qui m'arrive. Alors c'est pas des sujets encore une fois techniques dans mon job, etc. Parce que moi j'aime bien la page blanche et je crois aux solutions à tout problème. J'entraîne toutes mes équipes là-dedans, c'est vraiment mon mantra. Mais en même temps, sur moi, personnellement, et l'ascension qu'on peut me proposer, oui, je peux me poser des questions. Vous êtes vraiment en contact avec les voyageurs. Est-ce que on vous a déjà fait une demande un peu particulière ? Il y a toujours plein de choses qui se passent. On voit passer dans les 3000 gares 10 millions de clients par jour quand même. Donc c'est vraiment des choses différentes. Je gère aussi le service des objets trouvés. Il y a pas longtemps, je vais voir les prestataires de services et voir les coulisses des objets trouvés et je vois une robe de mariée. Je me dis mais comment c'est possible? Et en plus on me dit mais de toute façon elle va partir parce qu'on les garde 1 mois et 1 jour les objets parce que personne n'est venu la réclamer. Je dis alors ça c'est on n'est pas venu la réclamer. On voit toujours des trucs marrants. Est-ce qu'il y a un moment ou un poste ou quelque chose que vous avez fait qui vous rend particulièrement fier ? Tout me rend fière en fait. J'ai eu la chance d'avoir une carrière où franchement c'était très rare les matins où je me levais en n'ayant pas envie d'aller au boulot. Après, ce qui me rend fière quand même, c'est la trace que j'ai laissée dans l'espace public ou dans la vie des gens. Ça m'arrive par exemple d'être au volant de ma voiture le soir tard quand je rentre d'un dîner et de croiser un bus de nuit. Et là, je me dis, quand même, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Enfin, c'est moi qui ai fait en sorte qu'il y en ait sur le territoire. Probablement que si ça n'avait pas été moi, ça aurait été peut-être quelqu'un d'autre. Et voilà. Mais en tout cas, j'ai créé l'offre, donc je suis fière. Et en gare, les nouveaux espaces d'attente aujourd'hui, avec des arbres, du bois, etc., qui sont, je trouve, très jolis. Voilà, c'est dans mon équipe que ça a été fait, avec notre filiale de design à Rep. Et puis demain, très bientôt d'ailleurs, vous allez voir fleurir des nouvelles fontaines à eau dans les gares et qu'on a designées aussi et qui vont arriver dans les gares. Je pense que je serai assez fière de ça aussi. À l'inverse, il y a un moment dans votre carrière où vous vous êtes dit ouais, là je suis pas capable, c'est trop compliqué. Vous aviez envie de tourner les talons ? Non, j'ai jamais refusé et j'ai eu beaucoup de trucs compliqués à faire, mais c'est pas mon genre de tourner les talons. Avoir des moments de découragement, oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé notamment quand j'étais chez Transilien. Parce que Transilien, c'est très dur, c'est très compliqué. Il y a 3 millions de clients par jour. Tout le monde dit c'est tout le temps en retard le train, etc. Et quand on fait du marketing, on arrive avec nos nudges, notre jeu concours, notre truc. On a l'impression que c'est cerise sur le gâteau. Donc il y a des moments, c'est un peu décourageant. Mais non, j'ai toujours relevé les défis et j'aime plutôt travailler avec des défis. Et vous avez le sentiment que un jour vous avez échoué sur quelque chose ?
Non, ils ont tous été relevés. Ah non, je pense qu'il y a des échecs où il y a des choses qui marchent pas. Typiquement, des opérations marketing, on peut se rendre compte parfois que le client est pas au rendez-vous. Ça arrive, mais ça c'est plutôt bien parce que ça permet en fait de faire des retours sur l'expérience qu'on a vécue et de pouvoir améliorer. Moi, je suis une partisane du 80-20 en plus, parce que si on attend d'être parfait, on sort jamais rien. Donc moi, je dis à tout le monde, et mes équipes en premier, 80-20. Une fois que le produit il est à 80% fini, on le sort. Et on le teste. Et donc moi, je fais énormément d'expérimentation et en vue ensuite d'industrialiser. Voilà, donc moi, je n'ai pas peur des échecs. Et aujourd'hui, si je vous demande quel est votre prochain Everest ? Ralentir. Parce que je sais pas m'arrêter et que parfois je me dis bon, à un moment donné la carrière va s'arrêter, qu'est-ce que tu vas faire ? D'ailleurs mon mari me pose souvent la question en disant mais toi peut-être un peu ralentir ou me dire qu'est-ce que j'aimerais faire en dehors de ma famille et mon boulot, ce que je fais depuis 30 ans. Et si je ralentis, comment et qu'est-ce que j'aimerais faire ? Je sais pas encore trop bien. Mais y réfléchir, ça participe du chemin, quoi. Est-ce que vous avez un mantra qui vous guide au quotidien ? 2, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça veut dire que voilà, on a passé d'une journée pour faire toutes les choses qu'on a à faire. Et puis un autre mantra qui me sert dans la vie pro comme perso, c'est savoir bien s'entourer. On va revenir à un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. D'ailleurs, je crois que c'est un univers que vous aimez bien aussi. J'adore. Est-ce que dans votre quotidien, vous utilisez la voiture ? Tout le temps. En fait, même si je travaille à la SNCF, je vais au travail en voiture. D'abord parce que c'est pas pratique là où je travaille, c'est compliqué en transport public, mais surtout aussi parce que ça me donne une certaine liberté. J'ai besoin en fait de cette liberté. Et le soir, c'est un peu une bulle, un sas de décompression entre mon travail et la maison. Et j'ai besoin de ce sas seul. Plus jeune, elle avait un autre sens, la voiture. Je crois que vous avez fait un peu de sport auto. Du sport auto, non, mais j'ai eu pas mal de pratiques de kart, j'ai fait de la Formule 3000, j'ai fait des stages de conduite extrême. Enfin voilà, moi j'adore l'automobile, surtout j'adore la vitesse, quoi. L'automobile est en pleine transition écologique en ce moment. Est-ce que ça a un impact sur votre quotidien ? Alors oui, parce que moi, ça fait un petit mois là que j'ai changé de voiture. J'ai pris une voiture dite écologique, on va dire, qui est une voiture full électrique. Ça me déstresse par rapport au développement durable. Je me dis, j'utilise une voiture qui est censée être plus écologique. Et surtout, je suis dans la cible pour cette voiture-là parce que je n'utilise que seule. Et juste pour faire domicile-travail, donc 25 km par jour. Donc j'étais complètement dans le tableau, quoi. Donc voilà, j'ai sauté le pas. Est-ce qu'il y a un objet qui ne vous quitte jamais quand vous prenez la voiture ? Waze. Effectivement, on est nombreux. Alors c'est indispensable, même pour le même trajet tous les jours, je fais Waze parce que pour éviter les embouteillages. Est-ce que vous avez un souvenir fort en voiture ? Alors en dehors des stages que j'ai faits, qui étaient plutôt formateurs, j'ai vraiment un souvenir très fort. Je devais avoir 25 ans. C'était dans le cadre professionnel avec une collègue qui est devenue une amie qui s'appelle Corinne, et si elle m'écoute, elle se reconnaîtra. Et j'avais à l'époque une 205 GTI. C'était en pleine journée, il y avait personne sur la route et tout ça. On a vécu une histoire de dingue. C'était vraiment un moment génial de liberté. Et on est arrivé à Poitiers, on a appelé notre patron. On était jeunes, on se marrait. On a appelé notre patron, on est arrivé. Il a dit non mais c'est pas vrai. Mais c'est dingue. À l'inverse, quel est votre pire moment en voiture ? Toujours avec la même voiture. Elle avait un volant en cuir Momo. Et elle était garée dans mon parking, donc un parking souterrain. Et un jour, j'arrive, je vois pas tout de suite le bris de glace. Je m'installe donc sur mon siège, et là je me dis mais il y a quand même un problème. Il y avait plus de volant. Il était où ? Il me l'avait piqué.
On m'avait Le piqué volant mon seul. volant Momo. J'ai appris après que le volant en question, ça valait très très cher. Il était super, hyper customisé, je sais pas quoi. Et sauf que j'étais vraiment mal parce que comme j'étais dans un parking souterrain, il a fallu que je fasse venir une dépanneuse pour me sortir ma voiture du parking, ce qui m'a coûté quand même très très cher. Voilà. Alors au volant, vous êtes plutôt zen? Vous êtes énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts peut-être? Quand c'est un road trip cool sur l'autoroute, moi j'adore quand je suis toute seule effectivement mettre la musique à fond. Et sinon je suis plutôt énervée, ouais. Pour finir, comme le veut la tradition de Parole de Femme, on part en road trip. Où est-ce qu'on part? Dans le désert marocain. Alors pourquoi ? Parce que d'abord j'ai vraiment envie de vivre cette expérience de rien. Enfin, rien autour, voilà. Pourquoi en voiture ? Parce que je pense qu'il y a pas mal de rallyes qui sont intéressants à faire. Peut-être plutôt avec des gens et plutôt des femmes. Et moi, j'adorerais faire plusieurs jours en voiture où on s'arrête, on bivouaque. Et même, on a des expériences de mécanique, on se plante, la voiture déraille, on la répare, voilà. J'adorerais vivre une aventure. Et dans le désert, pourquoi ? Pour la lumière, pour le sable, pour le calme, pour le désert, quoi. Voilà. Carole, au revoir et merci pour ce moment à 1000 à l'heure. Merci Clémence. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de Femme.